Dans nos réflexions éducatives à l'UCPA, on réfléchit beaucoup à comment on augmente le pouvoir d'agir finalement des jeunes. Et je crois que c'est ça le point de départ. C'est vraiment prendre en compte la sensibilité de l'autre. C'est long, c'est pas à pas, c'est un chemin. Les violences sexistes et sexuelles, ce n'est pas que l'affaire des femmes, c'est éminemment l'affaire des hommes. Bienvenue sur Presque Confidentiel, la chaîne qui donne la parole des acteurs de terrain engagés qui font bouger les lignes du monde du travail. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Presque Confidentiel. Donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Arnaud. Valérie Lourdel, tu es directrice de l'engagement à l'UCPA. Je pense qu'on est tous partis, on connaît tous quelqu'un qui est parti un moment en vacances ou qui a des enfants dans un centre de loisirs UCPA. Est-ce que tu peux déjà nous dire, avant de te présenter, quelques mots sur l'UCPA ? Alors l'UCPA, c'est une association à but non lucratif, reconnue d'utilité publique, avec au cœur de sa mission, rendre le sport accessible au plus grand nombre. Okay. Créer les conditions pour que chacune et chacun puisse accéder à un sport qui crée des liens, qui permet de s'émanciper, d'apprendre, de découvrir la nature aussi et plein d'activités. Ça, c'est l'objet même de l'asso. Et cet objet, on l'exerce dans plusieurs types d'activités. Les séjours pour les jeunes adultes, on en a parlé, l'écolo éducative, les loisirs sportifs de proximité. On manage pas mal de centres sportifs, des centres aquatiques, des centres équestres, des multiplexes sportifs. Et puis, on forme aussi beaucoup de jeunes, plus de 1600 par an, au métier du sport et de l'animation. Ok, très Donc, clair. Ça, c'est la mission du CPA. Et on va dire déployer par le biais de ce métier d'éducateur sportif qui est le nôtre. 40% des 14 000 collaborateurs et collaboratrices dont tu as parlé sont des éducateurs et des éducatrices sportifs. Ils déploient une pédagogie qui est centré sur le projet éducatif et sportif de l'association, dans lequel on va retrouver des piliers comme le faire ensemble, progresser, le lien. Ok, donc des valeurs humaines. Des valeurs humaines et des valeurs aussi qui sont mises en œuvre avec des actions très concrètes et pragmatiques et qu'on retrouve dans l'expérience client et aussi dans l'expérience collaborateur et collaboratrice, parce que ce projet éducatif et sportif, il structure l'expérience client, mais il structure aussi le modèle managérial. On va en parler justement. Est-ce qu'avant ça, tu peux nous dire quelques mots sur ton parcours ? Alors, j'ai peut-être 2 phases avant de rentrer à l'UCPA. Une première période où j'ai travaillé plutôt dans l'insertion par l'activité économique pour augmenter l'accès à l'emploi, l'employabilité des jeunes en situation de fragilité. Okay. Et pendant quelques années, j'ai dirigé une entreprise d'insertion notamment. Et une deuxième période dans le domaine des études sociétales au CREDOC, au Centre de recherche pour l'étude de l'observation des conditions de vie, donc plutôt sur de la recherche, des études, des stats, notamment sur les politiques sociales. Et puis maintenant l'UCPA en tant que directrice de l'engagement. Alors justement, directrice de l'engagement, qu'est-ce que ça signifie concrètement d'être directeur de l'engagement à l'UCPA ? Alors, la direction de l'engagement, c'est une direction qui a pour but à la fois de valoriser, mettre en visibilité cette mission, le sport pour toutes et tous, qui est la vocation, la raison d'être de l'UCPA. Et puis, c'est une direction qui met en œuvre aussi des projets, des programmes d'accès au sport et aux vacances pour des jeunes en situation de fragilité, qui construit aussi des parcours d'engagement et d'émancipation pour les jeunes. Et sa spécificité, peut-être, c'est qu'elle fait tout en co-construction, que ce soit avec les équipes internes ou avec des partenaires externes. Et c'est peut-être ça qui fait la spécificité. Mais ceci dit, à l'UCPA, on est beaucoup autour du collectif et la co-construction. Si je te reçois aujourd'hui, c'est pour parler d'un programme que vous avez lancé, dont tu es à l'origine, à l'UCPA, qui s'appelle Respect, et qui est sur la promotion du respect au travail et la lutte contre l'ensemble des comportements inappropriés qu'on peut trouver sur le lieu de travail. Et donc l'idée, c'est d'avoir un peu, toi, ton retour d'expérience sur ce programme qui a été lancé, je crois, il y a bientôt 4 ans, ou il y a presque 4 ans. Qu'est-ce que déjà, tu peux nous dire quelques mots de présentation du programme, et puis peut-être aussi nous présenter la genèse de ce programme ? Alors, c'est plutôt 6 ans, en fait. Ça a démarré les premières actions, on va dire, il y a 6 ans. Donc, il y a maintenant un peu de recul sur la démarche. C'est ça qui est intéressant aussi. Okay. C'est intéressant de se voir à ce moment-là, en tout cas. Donc, je n'étais pas la seule à la genèse du projet. Je fais partie des acteurs et des actrices qui ont engagé le mouvement, mais je n'étais pas toute seule. C'était à la fois porté par la gouvernance de l'association, la direction, et aussi c'était une demande du collectif, d'une grande part des jeunes notamment, je ne vais pas le cacher, de la structure, de s'engager sur ces questions de respect, d'amélioration des comportements, de prise en compte de la diversité. Okay. Et cette démarche, elle a été lancée en fait par un collectif de personnes qui étaient à la fois composées de membres du comité de direction,
de personnes expertes de ces questions, parce que c'est extrêmement important dans ces démarches de partir avec des personnes qui sont déjà sachantes, voire agissantes dans leur vie personnelle, et de s'associer aussi à des acteurs de terrain, des opérationnels, qui sont peut-être un tout petit peu plus loin de ces sujets, ces démarches, mais qui ont envie. Voilà. Donc, ça a démarré comme ça. Ça a démarré comme ça. Pour bien comprendre, qu'est-ce qu'on appelle un comportement inapproprié et sur quels objectifs a démarré le programme ? Un comportement inapproprié, je dirais assez simplement, c'est un comportement qui va blesser l'autre, qui n'est pas forcément conscient, qui peut aller vers la micro-agression, voire vers l'irrespect total et la violence, si jamais, pour le coup, il y a débordement. Du coup, si on revient à la jeunesse du programme, comment est-ce que vous avez décidé de lancer ce programme et quelles ont été surtout les premières actions ? On a décidé déjà à plusieurs. Donc, ça a été à la fois une décision de la gouvernance, de la direction, et puis il y avait aussi des collectifs dans l'organisation, notamment des jeunes sur le terrain, qui faisaient remonter aussi, par exemple, des blagues qui n'étaient plus possibles, en tout cas qui se manifestaient pour dire « non mais ça, il faut vraiment qu'on le fasse évoluer ». Ça a commencé comme ça. Et ensuite, on a créé un petit collectif assez pluriel, avec des personnes avec des fonctions différentes. Dans ce collectif, il y avait à la fois des personnes qui avaient envie d'agir, mais qui n'étaient pas forcément hyper expertes de ces sujets. D'autres, au contraire, très expertes, voire un peu agissantes aussi dans leur vie privée. Et on a associé ces personnes différentes, à la fois du siège et aussi du terrain. Et on a décidé d'organiser un hackathon du respect. On a mis un petit collectif d'une 30aine de personnes. Alors, c'est pas un si petit collectif d'ailleurs au final. Et pendant une journée, on a réfléchi à plusieurs sur qu'est-ce qu'on veut plus voir, qu'est-ce qui est plus possible, c'est quoi nos forces et nos points d'appui sur lesquels on va pouvoir capitaliser. Alors nous, typiquement, il y avait le projet éducatif et sportif, par exemple, la pédagogie, le fait que on soit des éducateurs, ça c'est une force quand même. Et puis, qu'est-ce qu'on met en place pour justement à la fois capitaliser sur ces points d'appui et stopper progressivement ces choses et ces comportements, ces attitudes qu'on ne veut plus voir. Et c'est comme ça que le programme s'est construit. Alors d'abord, il y a eu une directive, VSS, violence sexiste et sexuelle, et puis il y a eu une cellule qui a été créée, une cellule d'alerte auprès de laquelle peuvent remonter des faits plus ou moins graves. Et puis derrière, des campagnes de communication, des outils de sensibilisation. Et on a évidemment mis en place, et notamment avec IDOCO, mais aussi avec d'autres acteurs, des actions de formation. J'avais une question, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer un espace de dialogue qui soit constructif et bienveillant sur le sujet des violences sexistes et sexuelles et du sexisme ordinaire. C'est un sujet qui peut être assez clivant, assez polémique, pour pas dire politique. Comment est-ce qu'on arrive justement à amener un vrai espace de dialogue dans lequel chacun peut et chacune peut s'exprimer, même à partir de perceptions ou de représentations différentes sur le sujet. Je crois que c'est important déjà de constituer un matériau de départ pour que tout le monde puisse prendre conscience de où on en est. Et ce matériau de départ, c'est des cas concrets, d'expressions, d'attitudes, de comportements qui peuvent être blessants, sur le plan des VSS ou plus largement des discriminations d'ailleurs. Donc, et finalement, déjà mettre les personnes et les collectifs face à cette réalité, ça permet quand même d'avoir une prise de conscience de ce qui se passe. Évidemment, il faut que ces cas ils correspondent à la culture de l'organisation. Il faut qu'ils soient concrets, plausibles, réels. Et que finalement, tout le monde dise « Ah oui, ça, ok, je l'ai déjà entendu. Ça, ok, je l'ai déjà fait. Ça, ok, j'ai déjà été témoin de ça. » Une fois qu'on a fait ça, ce qui est important, c'est surtout de ne pas culpabiliser, d'ouvrir le dialogue et d'expliquer en arrivant soi-même avec une posture d'humilité, en disant... Moi, j'ai beaucoup dit, par exemple, je n'ai pas été la seule. En fait, on peut tous progresser. On a tous encore des choses à améliorer dans nos comportements. Et parler aussi soi-même de ses attitudes ou de ses paroles qui peuvent être pas complètement OK parfois. Ou de ses pensées. Là, si on rentre sur les pensées, ça devient quand même hyper subtil. Mais bon, il faut quand même un peu être comment dire... avoir un peu de discernement aussi là-dessus et un peu de savoir où on en est, quoi. Et donc, c'est indispensable aussi de bien comprendre que dans les collectifs à qui on s'adresse sur ces sujets, il y a beaucoup d'hétérogénéité sur le niveau de maturité. Et donc, il ne s'agit pas de penser qu'on en est déjà à l'étape 2 alors qu'on en est encore à l'étape 0. Faut, écouter. C'est-à-dire qu'une personne qui dit « moi, je ne comprends pas pourquoi c'est un problème ». Il faut m'expliquer, en fait.
si à un moment on l'envoie balader en disant mais non mais t'es nul, franchement t'as rien compris, tu comprends pas ce qui est en train de se passer dans la société, on va rien régler en fait. Donc voilà, faut prendre le temps. Tu disais, il y a vraiment à la fois un dispositif d'alerte en cas de besoin, et puis à côté, c'est toute une démarche participative pour essayer de créer le maximum de dialogue, notamment à travers ce Absolument. hackathon, et de faire en sorte que tout le monde se sente contributeur et participe à la démarche. Tu as raison de parler de dialogue parce que ce qui est important, c'est de pouvoir se parler. Et que typiquement, dans ce type de démarche, tu te rends tout de suite compte que tout le monde n'est pas au même niveau de maturité. Ouais. Et donc, et que tu vas avoir des personnes qui vont être très avancées sur ces questions, souvent les jeunes aujourd'hui, et puis d'autres, et je ne veux pas du tout stigmatiser les personnes d'autres générations, qui sont un peu moins dans ces logiques inclusives, ces logiques d'ouverture à l'autre, d'intégration des différences. Et les gens ont besoin de parler, en fait, et de comprendre. Tu parlerais de dialogue intergénérationnel Je parle de dialogue intergénérationnel. Okay. Ouais. Okay. Je parle de dialogue aussi femmes-hommes. Ouais. Bon, voilà, donc les violences sexistes et sexuelles, ce n'est pas que l'affaire des femmes, c'est éminemment l'affaire des hommes. J'ai une question qui est hyper importante, c'est des sujets qui sont extrêmement sensibles. Comment est-ce qu'on arrive à mettre en place des espaces de dialogue dans lesquels les gens peuvent s'exprimer, alors même qu'a priori, il y a parfois des perceptions, des représentations un peu différentes sur le sujet. Comment est-ce qu'on arrive à libérer un peu la parole sur ces sujets-là, en restant dans un cadre, on va dire, bienveillant et constructif ? Celui qui va modérer les échanges, il est assez, il est central dans ce type d'espace. C'est-à-dire que si tu veux qu'à un moment, il y ait une réflexion qui s'enclenche, il ne faut pas mettre les gens à distance. Donc déjà, si on arrive dans ce type d'espace de discussion avec des jugements, des injonctions, c'est compliqué. Moi, il y a une chose que je faisais assez régulièrement, et je ne suis pas la seule, dans le collectif dont j'ai parlé tout à l'heure, dire que soi-même, on a encore des biais, des comportements qui ne sont pas toujours OK. Déjà, ça aide. Okay. Que c'est une démarche qui concerne pas seulement cette organisation, mais toute la société. Okay. Et que toute la société est concernée et doit progresser, que toutes les organisations sont concernées, parce que c'est ça l'histoire des violences sexistes et sexuelles. C'est structurel, c'est systémique, c'est historique. Enfin, voilà, tous ceux qui ont un peu lu sur le continuum des violences faites aux femmes, et que c'est le patriarcat, bien sûr, savent que ces violences sont systémiques, historiques. Ça va prendre du temps, tout le monde est concerné, et l'idée, c'est de cheminer. Okay. Mais pour cheminer, à un moment, faut arriver en posture d'humilité et dire « Ok, maintenant on s'y met et on ne se juge pas. On accepte qu'on ne soit pas au même niveau de maturité sur ces sujets. On discute, on essaye de se comprendre. On n'est pas obligé d'être complètement d'accord tout le temps sur tout, mais il faut qu'on arrive à s'entendre sur un minimum commun qui est celui justement du respect. Okay. C'est pour ça qu'on a appelé cette démarche respect, c'est... Voilà, à un moment, c'est très, très clair. On ne blesse pas les autres, on se respecte. Quoi. Et donc, vous avez mis en place cet espace de dialogue, cet espace de parole. Et du coup, comment le programme s'est poursuivi ? Est-ce qu'il y a eu d'autres actions, d'autres dispositifs mis en place ? Tu as parlé de la communication, des affiches, des espaces de dialogue. Est-ce que vous avez fait d'autres choses après ? Alors, on s'est pas mal formé. Okay. Donc, on s'est formé avec deux types de structures. Donc, avec des structures plutôt issues du militantisme, okay. qui sont assez précieuses dans ces moments-là, mais qui, pour le coup, peuvent parfois un peu mettre à distance ceux qui disent bon, ok, c'est quand même un peu énervé, c'est quand même un peu extrême. Mais en même temps, c'est utile parce qu'il y a énormément aussi d'expériences de terrain qui passent par les structures associatives plutôt issues du militantisme. Okay. Il y a une grande connaissance, et notamment des effets sur les victimes. Ouais. Puisque les associations de militantisme sont plutôt construites sur l'accompagnement des victimes. Donc là, il y a quand même une épaisseur de connaissances sur qu'est-ce que ça génère finalement, les micro-agressions, les respects, les comportements qui ne sont pas OK pour les victimes, dans la durée, etc. Avec beaucoup de matière sur les traumas, sur la confiance, comment ça abîme le collectif, dans la durée, etc. Donc on a travaillé avec ces structures. Et puis on s'est aussi associé avec Idoko, pour le coup, avec qui on a travaillé des cas pratiques extrêmement concrets. Alors à l'UCPA, vous l'avez compris, il y a plusieurs activités. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs périmètres et réalités de travail finalement. Et donc, on a travaillé des cas pratiques petit à petit qui sont propres à chaque périmètre. Et dans les formations qu'on a mises en place, alors une part d'entre elles se font en présentiel et d'autres à distance, puisque pour le coup, on est une structure très atomisée. On rassemble des individus, des collaborateurs, des collaboratrices
Il y a une première partie sur les violences sexistes et sexuelles et sur l'irrespect, les discriminations, et où il y a de la pédagogie, voilà, où il y a le rappel aussi de ce que c'est que le projet éducatif et sportif UCPA, de nos fondamentaux, de nos valeurs. Et ensuite, toute une partie où l'idée, c'est de réfléchir ensemble sur la base de cas pratiques qui sont extrêmement concrets, sincères et cohérents avec la réalité de ce que vivent les collaborateurs et collaboratrices. Et ensemble, on discute, on fait presque une correction en disant « Ok, qu'est-ce qu'on fait finalement pour que ça n'ait plus lieu ? Comment on prévient ? Comment on lutte ? Comment on alerte ? Qu'est-ce qu'on met en place quand ça a lieu ?» Et je crois que c'est ça qui transforme le plus les individus. Pourquoi ça transforme le plus ces individus, ces cas pratiques? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Déjà parce qu'ils prennent conscience, en le voyant déjà raconté, écrit, de la potentielle gravité ou de la potentielle blessure que ça peut générer. Ouais. Et c'est pas si évident quand faut faire un pas de côté parfois pour se rendre compte que voilà, cette situation elle n'est pas possible en fait. Quand on est dedans, c'est pas si simple. Surtout si on parle d'humour. Ouais. Parce que finalement, ça fait marrer tout le monde. Oui, donc ça va avoir un peu une prise de distance. Parce il y a la prise de distance. C'est le côté, sur le moment, la blague peut faire rire tout le monde. C'est ça. Mais après, quand on regarde la blague avec un peu plus de distance et qu'on prend un peu conscience de l'impact potentiel sur les victimes, ça mène à porter un regard un peu différent sur la situation. Absolument. Ouais. Et il y a cette discussion. Et donc, dans la discussion, qui évidemment est modérée par le formateur, qui est accompagné, il se dit des choses. Il se dit, moi, je ne comprends pas pourquoi c'est un problème. Et quelqu'un va dire, mais moi, je vais t'expliquer pourquoi ça en est un. Et ça, en fait, ça fait progresser beaucoup le cheminement de chacun et chacune. Et puis, bien sûr, au passage, ça crée quand même des réflexes, des bonnes réactions, des bonnes pratiques pour désamorcer les situations finalement avant qu'elles ne deviennent problématiques. Ça crée aussi, je pense, de l'écoute active. Ça forme les personnes, ça développe d'autres compétences. C'est-à-dire que dans ces formations, il y a de l'écoute. Ouais. Et de la reformulation, du non-jugement. Enfin voilà, tout ça, c'est extrêmement précieux justement pour traiter ensemble dans le collectif des problèmes au travail. Donc ça génère des compétences qui sont extrêmement utiles, pas que pour la prévention des VSS et l'irrespect. Et finalement, petit à petit, ces formations, elles nous ont permis dans la structure, on a formé près de 500 personnes, je pense, aujourd'hui. C'est intéressant parce qu'effectivement, parfois, souvent dans ce type de démarche, on peut avoir l'impression qu'il y a une liste de choses à faire et à pas faire. Et on voit parfois des approches qui sont un peu normatives. Et donc, ce que j'entends, c'est que tu dis, oui, il y a bien sûr une norme à poser qui doit être très claire avec une directive et des consignes qui sont données, mais en même temps, faire changer les comportements, faire changer les représentations, ça passe par du dialogue. Et du coup, c'est un vrai effort de pédagogie pour créer du dialogue et amener chacun à reconsidérer certaines situations sous un angle un peu différent, pour acculturer un peu tout le monde à ce que ça veut dire que prévenir dans le quotidien soit des violences sexistes et sexuelles, soit des propos qui peuvent être discriminants ou blessants ou inappropriés. Exactement. Du coup, tu disais la démarche, elle a 6 ans maintenant à peu près. Comment vous mesurez à l'UCPA à la fois les avancées, les résultats? J'imagine que c'est compliqué, c'est pas évident de mesurer les résultats, surtout sur une organisation aussi grande, avec quand même beaucoup de saisonniers, donc aussi beaucoup de salariés qui reviennent ou reviennent pas régulièrement. Comment est-ce qu'on mesure et comment est-ce qu'on observe les impacts d'une démarche telle que celle dont tu as parlé? Déjà par le biais de cette cellule, où on comptabilise le nombre de cas graves, moins graves, etc., qui remontent. Et puis ensuite, par le volume, j'en ai parlé de personnes formées. Donc, tu vois, on est capable de suivre combien de personnes on a formées depuis le début. Et là où, quantitativement et qualitativement aussi, en échangeant notamment avec Idoko, on voit bien qu'aujourd'hui, les questions ne sont plus les mêmes, qu'il y a une forme de maturité. On n'entend plus, par exemple, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Qui est un grand classique. Oui. Je pense que tout le monde l'a entendu au moins une fois. On peut rien dire, on ne peut rien faire. C'est fini. C'est terminé. Je veux dire, on n'entend plus ça. Maintenant, on est vraiment sur des questions plus expertes. Et c'est quoi les questions plus expertes, justement? Les questions plus expertes, elles vont davantage être sur le sexisme ordinaire, les discriminations ordinaires, qui sont sous forme d'humour ou issues de nos conditionnements aussi, qui sont souvent inconscients. Mais qui blessent quand même. Et donc voilà, on arrive à ce stade-là et on mesure aussi les effets de la démarche avec les demandes aujourd'hui qui nous sont faites de faire évoluer nos outils. Maintenant, il faut qu'on engage le sujet des discriminations.
Maintenant, il faut qu'on engage les sujets de l'écoute active, de la safe place, comme on fait collectivement pour créer les conditions qui nous permettent d'échanger en toute sécurité psychologique. Voilà. Okay. On a beaucoup cheminé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, typiquement, il y a un des 3 axes du plan stratégique de l'UCPA qui porte sur l'inclusion. D'accord. Donc, voilà, c'est la preuve aujourd'hui qu'on n'est pas seulement dans cette logique de lutte et de prévention. Quand tu parles d'inclusion, j'imagine qu'à l'UCPA, il y a une grande diversité. On a parlé de diversité générationnelle, mais il y a certainement aussi une diversité sociale. Comment, justement, est-ce qu'on adresse cette question de l'inclusion ? On est dans une société qui est quand même assez clivée. La capacité aujourd'hui à avoir des safe places, donc à avoir des lieux dans lesquels des gens différents peuvent se retrouver, échanger dans un cadre de sécurité psychologique, c'est quand même un défi important dans plein de secteurs aujourd'hui. Pour travailler sur l'inclusion au sein de l'UCPA, j'allais dire par quoi ça passe ou quels sont les axes de réflexion que vous avez aujourd'hui pour justement développer cette culture de safe place, de sécurité psychologique et d'inclusion ? On s'est dit qu'il y avait 2 piliers. Le premier, c'est celui qu'on a engagé il y a 6 ans. C'est celui, classiquement, dans les structures qu'on appelle DEI, diversité, équité et inclusion, qui permet de progresser sur les sujets comme le respect, les non-discriminations, la lutte contre les VSS, l'équité. Voilà. Donc ça, c'est un volet qu'on développe aujourd'hui. On travaille beaucoup sur l'équité aussi, sur le plan RH. Et puis, notre deuxième pilier, c'est la participation. Okay. Et là, on travaille par exemple pour, dans la culture managériale, augmenter la capacité des managers à créer les espaces de discussion et de dialogue dont tu es en train de parler, à les rendre sécurisés sur le plan psychologique pour que la parole se libère et qu'il soit possible pour chacune et chacun d'oser dire une erreur, une difficulté. C'est compliqué aujourd'hui dans notre culture de dire j'ai fait une erreur, je suis en difficulté. Enfin, c'est compliqué pour les personnes, c'est compliqué pour les organisations aussi. Voilà, donc là, on est vraiment à un stade où on travaille sur ces questions. On va travailler des projets d'équipe, c'est-à-dire comment à un moment, un manager et son équipe de direction est en capacité de créer ces espaces de dialogue pour mieux faire équipe ensemble et que les idées viennent de tout le monde. Okay. Comment mieux décider ensemble pour que la décision, et notamment celle qui concerne une personne de l'équipe ou une équipe dans l'équipe, elles participent, ces personnes, à la décision qui les concerne, parce que ça, c'est inclusif. Okay. Et puis en plus, on n'est quand même pas à l'abri, loin s'en faut, que les personnes elles-mêmes aient quand même les meilleures idées, puisqu'elles sont les premières concernées. Bien sûr, donc voilà. Bien sûr. Et voilà, le faire équipe, décider ensemble et bien sûr, créer, innover ensemble. Okay. Puisque, au final, quand même, à créer ces espaces de dialogue, à créer ces temps collectifs d'intelligence, ça génère de la performance, des nouvelles idées, de l'amélioration des façons de faire. C'est aujourd'hui, dans la période d'incertitude dans laquelle on est, je pense que toutes les organisations sont relativement traversées par des courants d'inquiétude, plus ou moins forts. Les individus eux-mêmes, on est quand même dans une période assez anxiogène. Je crois que les structures qui vont vraiment être performantes, résilientes, agiles dans les années futures sont celles qui auront réussi à créer ces espaces, ces espaces collectifs de dialogue, d'idéation, pour, à un moment, se poser les bonnes questions sur nos façons de faire, nos façons de répondre aux besoins, nos façons de nous organiser. Finalement, ce que tu dis, enfin, ce que j'entends, c'est que aujourd'hui, l'inclusion, ça passe justement par le dialogue, par la capacité à dialoguer, par la capacité à confronter des points de vue, par la capacité à être créatif, à reconnaître des erreurs et à se sentir en sécurité ensemble, même si on vient d'horizons, de cultures un peu différentes. Absolument. Est-ce que tu aurais des conseils à donner ? Alors, on est suivi sur Presque Confidentiel par une population plutôt RH. Il y a plutôt des RH, des équipes RH qui nous suivent et qui travaillent ou qui réfléchissent sur ces questions de prévention des violences sexistes et sexuelles ou des comportements inappropriés. On est aussi à un moment où on entend qu'il y a un peu un backlash sur ces sujets-là. Voilà, on est à un moment social qui est pas toujours évident sur ces questions-là. Qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil aux acteurs RH qui nous écoutent ? Alors, il y a un backlash, mais il y a aussi une grande vitalité
des réflexions en parallèle. Ok. Il n'y a pas que le backlash. Ouais. Il y a aussi... C'est important de rappeler. c'est important de Je le pense que rappeler. c'est important, on parle parfois un peu trop du backlash. Non, mais c'est intéressant. Le backlash, il faut le regarder. Il faut Ok. comprendre ce qu'il y a derrière. Moi, ce que j'entends avec le backlash, c'est qu'on est quand même à un moment de bascule et que ceux qui pensent que l'ancien monde leur permettait d'être des grands gagnants et qui ont peur finalement de ce changement, par peur de perdre, sans doute, ou de voir leur position revue, se réveillent et crient très fort. Ouais. Moi, j'y vois plutôt un signe positif. Ok, tu vois un signe d'évolution. J'y vois un signe d'évolution et le fait que le mouvement plutôt progressiste est en train de l'emporter. Ok. Donc tu es optimiste, tu es résolument optimiste. Absolument. Enfin, voilà, et je pense que c'est normal de discuter. Je vois, oui, qu'il y a beaucoup de vitalité sur tous ces sujets, avec beaucoup de réflexions voilà, sur des nouvelles masculinités, la possibilité enfin d'être authentique au travail. C'est ça qu'on est en train de dire avec l'inclusion. Est-ce que je peux m'exprimer, être moi-même, oser dire les choses, oser m'exprimer? Est-ce que je vais être écoutée? Est-ce que ma parole a de la valeur? Enfin, on est quand même sur ces sujets. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de réflexions, y compris sur les DRH, sur ces sujets. Et donc, comment on s'y prend quand on est DRH? Il y a peu de structures qui parlent de tout ça. Parce que je pense que du côté peut-être des dirigeants ou des DRH ou je ne sais quoi, il y a un peu d'autocensure en disant OK, si je commence à en parler, ça veut dire que finalement, chez moi, il y a plein de problèmes. En fait, il y a des problèmes partout. Donc, et c'est pas du tout... il me semble que dire ouais, chez nous, il faut qu'on progresse là-dessus ou là-dessus, c'est quand même assez sain. Et ça envoie un signal, je trouve, assez positif aux collaborateurs, collaboratrices, à son environnement. Enfin, et ça permet d'être, un peu lucide aussi sur ce qu'on est vraiment et comment on peut progresser. Enfin, donc, un peu de courage, je pense. S'associer à un collectif... acteurs de changement en interne, s'assurer que quand même la démarche est portée et validée par la gouvernance et qu'on a réussi à montrer, à expliquer qu'on a plus à y gagner qu'à perdre. Et puis travailler, lire, rencontrer des acteurs, échanger avec d'autres, partager des bonnes pratiques. Oui, donc il y a un travail d'acculturation aussi. Absolument. Quand tu dis lire, se documenter, c'est une grande action de sensibilisation et un peu d'éveil des consciences sur ces sujets-là. Oui, et puis derrière, il y a de la méthode. C'est pas que voilà, des savoirs. Il y a de la méthode. Donc, et de la méthode de changement, d'accompagnement du changement, c'est des choses aujourd'hui qui sont... là aussi, il y a beaucoup de vitalité. Il me semble, dans pas mal de structures et de cabinets qui accompagnent les organisations, comment on est meilleur en accompagnant du changement, parce que c'est là que ça se joue. Oui, on parle de changement de culture, de changement de représentation, de changement de comportement, et c'est à la fois... des changements, enfin c'est des changements très concrets en fait, dans la manière de s'exprimer, dans la manière de faire ou pas certaines blagues, dans la manière d'être à l'écoute de certains propos. Merci beaucoup Valérie. Peut-être ce que j'ai pas dit, c'est qu'il faut accepter d'être sur le temps long. Ouais, alors c'est un sujet important. C'est important parce que j'imagine que ça peut être décourageant parfois de chercher à lancer des choses. Pas du tout. Il suffit juste de temps en temps de regarder. Moi je regarde peu dans le passé, mais un petit coup dans le rétro en disant OK, on était où en fait il y a 4-5 ans, où on est aujourd'hui. Et de le rappeler à tous ceux qui ont été, qui sont voilà, en évolution. Et leur dire, je vous félicite en fait. C'est super d'en être là aujourd'hui, regardez. Voilà, et maintenant, c'est ça qu'on va bosser ensemble. Ce que j'entends aussi, c'est que c'est vraiment un effort dans la durée. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cadre d'un programme. On parle de culture, d'entreprise, on parle de... bien sûr. C'est long, donc c'est long, c'est pas à pas, c'est un chemin. Alors, c'est quoi les prochaines étapes du chemin ? T'en parlais un peu, l'inclusion. Est-ce qu'il y a d'autres éléments voilà, sur les prochaines années, un peu de prospective pour toi sur ces questions-là ? Tout le chemin, j'en parlais tout à l'heure, c'est pour le coup changer les pratiques pour être plus inclusif, développer la culture inclusive autour de la participation des individus. Et dans nos réflexions éducatives à l'UCPA, on réfléchit beaucoup à comment on augmente le pouvoir d'agir finalement des jeunes qu'on accueille. Dans les séjours ou dans l'activité sportive. Il y a dans le projet éducatif et sportif et dans la pédagogie vraiment des mises en action, des façons d'accompagner la pratique qui sont dans cette logique de progression individuelle et de renforcer la capacité d'agir des personnes. Et pour ça, on crée les conditions. Et c'est un peu les mêmes réflexions qu'on a finalement pour les collaborateurs et collaboratrices. Comment on fait pour renforcer leur pouvoir d'agir
et au passage renforcer les capacités aussi de l'organisation. Pour conclure, j'ai encore 2 questions. La première, c'est est-ce que tu aurais une information presque confidentielle à nous partager? Alors oui, mais je l'ai un peu, Tu l'as un peu je l'ai un peu cramé tu l'as tout à l'heure. c'est pas grave, Pardon. c'est pas grave. Tu peux nous la Je sais pas, redonner? on peut dire cramé dans ce podcast, ça? On peut dire ce que tu veux. Enfin, cramer, on peut le dire. Donc j'ai un peu cramé le truc tout à Ouais. l'heure. Non, l'info presque confidentielle, c'est que un des 3 axes du plan stratégique de l'UCPA à l'horizon 2030, c'est agir pour l'inclusion. OK. Donc voilà, c'est quand même très chouette d'être dans une organisation qui, à un moment, prend ces sujets et se dit que finalement, dans la période d'incertitude dans laquelle on est, l'incertitude, d'inquiétude même, parce que la période n'est pas facile pour pas mal d'organisations, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est voilà, développer cette culture inclusive en étant de plus en plus, on va dire, non discriminant dans l'équité, l'accueil des différences, et en même temps en augmentant nos capacités collectives à co-construire, à collaborer, à se parler. Et c'est un beau message que de dire que l'inclusion, c'est encore une valeur d'avenir dans ce Ça sera une moment de valeur clé, société c'est un peu sûr. pessimiste. Ouais. Et enfin, dernière question, est-ce que tu aurais une lecture? J'imagine que tu as dû te documenter énormément sur le sujet. Est-ce qu'il y a une lecture qui t'a particulièrement marqué, que tu aurais envie de conseiller à nos auditeurs? Peut-être que le livre qui m'a le plus marqué, c'est celui d'Olivia Gazalet sur le mythe de la virilité, un piège pour les 2 sexes. Je conseille à toutes celles et ceux qui réfléchissent à la construction de la masculinité, qui est quand même un sujet, dans le sujet, de lire ce livre qui est extrêmement intéressant. Il y a la phrase qui dit on ne naît pas femme, on le devient. On ne naît pas homme, on le devient. Oui. Je crois qu'il y a des choses très intéressantes à questionner de cet ordre-là et qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont en demande d'une réinvention de la masculinité, d'une diversification des modèles possibles aussi. Et je crois que ça fait partie des pistes qui sont en train de s'ouvrir et qui sont extrêmement intéressantes. Merci beaucoup, Valérie, pour ces sujets qui sont passionnants. Merci aussi de prendre la parole sur ce sujet-là. Je pense que le partage d'expériences venant de la part de professionnels comme toi est hyper important aujourd'hui. Voilà. Et puis j'espère peut-être que tu reviendras prochainement pour reparler des nouvelles masculinités. Ça pourrait être un thème intéressant. Ça pourrait être un thème intéressant. C'est les hommes qu'il faut interroger sur le C'est les sujet. hommes qu'il faut interroger. Je vais réfléchir, moi. Quelles sont les nouvelles masculinités? Non, je alors pourrais venir reparler de comment on met en place des projets d'équipe dans la sécurité psychologique, voilà, qui permettent mieux de réfléchir ensemble à des solutions voilà, pour faire avancer le collectif. Ouais, ça pourrait être chouette. Et c'est un sujet d'avenir, un sujet important. Merci beaucoup, Valérie. Merci à toi.